vous allez bien mangé, tout ça. Alors aujourd'hui, je vais vous parler des post-mortem, ou comment sortir heureux d'un carnage sans pour autant être psychopathe. Alors je me présente, je m'appelle Iskenel, je suis psychopathe. Non pardon, je suis développeuse. Et du coup je suis développeuse chez Zenica. Alors parfois, quand on met en production, quand on réalise un projet, quand on est dans une réunion, quand on développe une fonctionnalité, parfois ça se passe mal. D'ailleurs ici, là, pour qui ça s'est déjà mal passé, ce genre d'événement? Ok. Je vois que vous aussi vous aimez le carnage, ça fait plaisir. Et alors, quand il y a ce genre d'événement qui se passe mal, qu'est-ce qu'on fait? Alors surtout, on n'en parle pas. On n'en parle pas, histoire de bien ressasser là, tout ce qu'on a en tête. Et quand on n'en parle pas avec d'autres gens. Et du coup, on n'a pas toutes les infos, on a une vision biaisée de la réalité. Et de ce fait, on va tenir les autres pour responsables de ce qui s'est passé. Et au final, qu'est-ce qui se passe? On ne change rien. Et en changeant rien, on a le parfait combo pour que tout recommence exactement pareil, voire pire, parce qu'il y aura eu un précédent. Qui dit précédent dit des a priori. Et donc voilà, on est dans le cercle infernal. Alors pour éviter ça, qu'est-ce qu'on fait? On fait un post-mortem. Mais alors un post-mortem, qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert? Un post-mortem, c'est un échange constructif, organisé à la suite d'un événement problématique. Alors, comme je l'ai dit au début, ça peut être toutes sortes d'événements. Des réunions, des mises en production, voilà, il y en a vraiment toutes sortes. L'objectif, ça va être de comprendre ce qui s'est passé durant cet événement et ne plus que ça reproduise, donc en s'améliorant. Si on ne peut pas éviter que ça se reproduise, on va pouvoir éviter que les conséquences soient aussi graves. Donc voilà, faire en sorte que les conséquences soient moins graves, quoi. Et alors là, vous allez me dire, mais c'est pas déjà ce qu'on fait dans les rétros? Alors oui et non. Les rétros, ça va être de manière itérative. Vous allez parler de la dernière itération, ça va être récurrent. Le post-mortem, lui, il est sur un événement distinct, ponctuel. Vous n'allez pas faire des post-mortem à chaque fois sur le dernier sprint. Sinon, c'est que vraiment vos sprints, ça se passe mal, quoi. Et ensuite, autre différence, ça va être sur la typologie des participants. Dans une rétrospective agile, les participants, ça va être les membres de l'équipe qui vont participer à la rétro. Dans un post-mortem, potentiellement, ça peut être tout le monde. Potentiellement tout le monde de la boîte. Mais voilà, il va y avoir des personnes qui vont être plus ou moins pertinentes. Et alors maintenant qu'on sait ce que c'est et à quoi ça sert, comment on fait ça? Parce que c'est bien beau là, mais on a un carnage un peu sur les bras, il va falloir qu'on s'en occupe. Alors, première chose, qu'est-ce qu'on fait? On planifie le post-mortem. Planifier, ça veut dire quoi? Ça veut dire fixer une date, inviter les personnes. Donc moi je conseille environ 2 semaines après l'événement. Aussi, inviter les personnes qui sont pertinentes. Vous n'allez pas inviter toute la boîte, ça sert à rien. Mais voilà, inviter les personnes qui ont été impliquées dans l'événement directement. Je vous conseille aussi pas trop de monde, sinon vous n'allez pas avancer dans le post-mortem. Maximum 8 personnes. Et puis aussi, autre chose importante, assurez-vous que les personnes soient disponibles. Consultez les congés. Si vous voulez que votre post-mortem soit pertinent et débouche sur des choses intéressantes, voilà, assurez-vous de ça. En ce qui concerne du timing, je conseille entre 2 et 4 heures avec des pauses. 2 heures, c'est le minimum. Je vous expliquerai plus tard dans quel cas vraiment ça dure 2 heures. Alors maintenant qu'on a fait ça, on va chercher à définir des rôles. Ils sont au nombre de 3. Il y a des rôles qu'on va pouvoir définir au moment de la réunion, et il y a des rôles qu'il va falloir définir en amont.
typiquement, le rôle qu'on peut définir en amont, ça va être le rôle de l'animateur. Alors lui, l'animateur, il va faciliter la réunion, il va faire toute la préparation du post-mortem. Et donc ça, voilà, ça demande de la préparation en amont. Souvent, l'animateur, ça doit être quelqu'un de neutre. Donc ça ne doit pas être quelqu'un qui est impliqué dans l'événement à la base. Prenez quelqu'un qui voilà, n'est pas du tout impliqué en dehors des équipes, voire même en dehors de l'entreprise. Ça peut être un consultant qui vient et qui fait l'animation. Deuxième rôle, du coup. Ah. Ok. Est-ce qu'il y a un problème de connectique? Non, c'est bon? Ok. Non. Petit faux espoir et tout? Ok. Deuxième rôle, le rôle de timekeeper. Alors le timekeeper, il est le maître du temps. C'est lui qui va surveiller le temps, qui va avertir si on passe trop de temps sur quelque chose, ou on est un petit peu à la bourre sur le timing, etc. Le scribe, lui, son rôle, ça va être de prendre des notes pour à la fin former un compte-rendu. Alors, il y a des rôles qui peuvent être combinés, parfois. Dans l'idéal, c'est des rôles disjoints, décidément. Surtout le rôle de l'animateur, qui lui est un rôle très très important et très très prenant. Il faut vraiment qu'il soit à fond dans son rôle et qu'il n'ait pas 15 trucs à faire, quoi. S'il écrit le compte rendu en même temps, il ne peut pas animer correctement. Donc voilà, au mieux, rôle disjoint. Alors ça y est, la réunion commence. La prochaine étape, ça va être de poser un cadre. Alors un cadre, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est des règles qui vont être avec lesquelles les participants vont décider vont les respecter tout simplement. Et alors, ces règles vont être proposées au fur et à mesure par les participants, mais peuvent être aussi proposées par l'animateur en amont. Ça fait partie de sa préparation. Alors à quoi ça sert de poser un cadre? Notamment, c'est utile pour les personnes qui ne sont pas forcément familières avec l'exercice de post-mortem. Ça va les aider à comprendre l'objectif. Donc typiquement, on peut rappeler l'objectif du post-mortem. On cherche à s'améliorer, on cherche à comprendre ce qui s'est passé, au fait que ça ne se reproduise plus. Autre chose qu'on peut dire aussi, c'est le fait qu'on critique des process et non des personnes. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important dans le post-mortem. C'est le fait de dire, les personnes, peut-être qu'elles ont fait des choses qui ne vont pas, mais ce n'est pas les personnes le problème, c'est les process derrière. Pourquoi la personne a été poussée à faire ça? Certes, elle a fait ça, elle a fait un truc pas bien, ok, c'est pas grave. Qu'est-ce qui l'a poussée derrière à faire ça? Et c'est ça derrière qu'il faut creuser, et ça c'est le rôle de l'animateur, d'aller chercher cette chose. Donc ça, on l'explicite. Autre chose qu'on peut expliciter dans le cadre, c'est le fait qu'il y a une écoute active. Alors il y a deux choses dans l'écoute active. Il y a l'écoute, c'est-à-dire on s'écoute, on ne se coupe pas la parole, on lève la main, etc. Et active, c'est-à-dire que on participe au post-mortem, on n'a pas envie d'être ailleurs, on n'est pas sur Slack, on n'est pas sur son téléphone, etc. Poser un cadre, à quoi ça sert? Ça sert au fait de dire les bases du post-mortem et d'expliciter que tout le monde peut participer sereinement, peut dire ce qu'il a à dire sereinement, sans qu'il soit critiqué, sans qu'il ose s'exprimer, tout simplement. Alors, une fois que tout le monde est d'accord sur les cadres établis, on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans le dur du sujet, c'est-à-dire revenir sur les faits. Les faits qui sont datés, objectifs, c'est-à-dire sans jugement, et chiffrés. Alors on va les placer sur une timeline, c'est fait. Ça c'est un moment qui est extrêmement chronophage, de venir placer les faits. Et donc ça peut être un élément de la préparation de l'animateur, d'aller récolter les informations en amont de la réunion et de venir les placer sur une timeline.
Alors, qu'est-ce qu'on découvre? Avec notre carnage à nous, on découvre que le 11 mars à 15h10, il y a une première alerte, un cadavre. L'API ne répond plus. Le 11 mars à 15h12, en fait, c'est 4 cadavres. Les applications front ne répondent plus non plus. Le 11 mars à 15h15, l'investigation est lancée. Mobilisation de l'équipe pour trouver l'origine du problème. Le 11 mars à 17h, un suspect est identifié. Une attaque DDoS est en cours. Le 11 mars à 18h, le suspect est en fuite. L'attaque DDoS a cessé. Donc là, on voit bien qu'on a mis tout ça sur une timeline. Et ce qui est intéressant, c'est de voir c'est important d'impliquer les personnes pertinentes à l'événement, puisqu'au moment, on a beau avoir récolté des informations, au moment J, eh bien, il peut y avoir des éléments qui sont rajoutés, des personnes qui sont là dans la réunion en disant « Ah oui, il s'est passé ça aussi. Lui, de sa vision, il s'est passé ça aussi. » Et alors, on découvre que, en fait, le 11 mars à 15h11, la victime était introuvable. Les utilisateurs remontent au support des problèmes sur la plateforme. Le 11 mars à 16h10, les témoins s'accumulent. 2000 demandes de support en 1 heure. Et enfin, le 12 mars, le décompte des témoins. Au global, 3 millions d'utilisateurs impactés. Alors, ce qui est important de noter, c'est que vraiment, c'est des choses qui sont factuelles. On a des chiffres, on a des dates, on a des choses vraiment carrées où on ne peut pas dire « Oh non, il ne s'est pas passé ça, c'est pas vrai ». Si, c'est un fait, c'est factuel, on le sait, ça a été consigné, voilà. Par exemple, si on voit investigation lancée, si on avait dit investigation tardive, on donne un jugement sur le fait que l'investigation soit tardive, donc ça va pas. Là, vraiment, l'investigation est lancée le 11 mars à 15h15. Voilà, ça c'est factuel, on ne peut pas réfuter ça. Donc le fait de dire, c'est pas investigation tardive, c'est investigation lancée, c'est le but de l'animateur, de recadrer et de venir expliciter à chaque fois que quelqu'un va dire quelque chose, de venir recadrer dans cette phase de fait, le fait de vraiment dire des dates, des chiffres, sans jugement. Alors une fois que ces faits sont posés, on va essayer de venir les cibler. Cibler ce qui est le plus important, là où il y a vraiment les points de douleur. C'est pas utile de passer trop de temps sur des choses où tout roule, voilà. Déjà que c'est un atelier chronophage, si en plus on va passer du temps là où tout va bien, bon, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais cependant, il faut quand même pas se focaliser sur un seul moment, parce que le problème il peut être lié, il peut être à plusieurs endroits. Donc c'est intéressant de quand même visualiser, regarder la big picture. Alors cibler, on peut faire ça de plusieurs manières. Il y a le système de dot voting, ou en français vote par points, où chacun, avec 3 points par exemple, va pouvoir voter là où il ou elle considère que c'est l'endroit le plus problématique. Donc là, on a 3 votes sur l'alerte du premier cadavre, 2 votes sur les témoins s'accumulent et 1 vote sur le décompte des témoins. Une autre manière de voter, ça va être le vote par émotion. En fait, sur chacun des événements, on va pouvoir mettre des emojis pour dire comment on a ressenti cet événement. Et en fait, au final, on se retrouve qu'on voit que sur la levée des alertes, tout le monde est content, etc. Donc ça sert à rien de passer du temps dessus. Ok, maintenant qu'on a un peu ciblé, on va pouvoir analyser véritablement ce sur quoi on s'est dit, ok, là vraiment c'est le nœud du problème. Ça c'est aussi une phase time-boxée, parce que ça prend aussi du temps. Au global, tout prend du temps. Donc pour être efficace, il faut vraiment que tous les timings soient posés par l'animateur. Alors l'analyse, on peut avoir 3 typologies d'analyse. La première avec les 5 pourquoi, on appelle aussi analyse des causes racines. La deuxième, le diagramme en arête de poisson, ou diagramme d'Ishikawa. Et le troisième, le dérivé de l'expérience map.
L'objectif de cette phase d'analyse, au final, qu'est-ce que c'est? C'est de prendre chaque événement qu'on a identifié, de dire, OK, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ça. Pourquoi il s'est passé ça? Est-ce que c'est un manque d'expertise, manque de temps, manque de personnes, etc., manque d'argent? Peu importe. Voilà, d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, comprendre les causes. Et surtout, trouver une cause sur laquelle on peut agir. Parce que si la cause qu'on trouve, c'est il y a eu un nouveau concurrent qui est arrivé sur le marché, en fait, sur quoi on peut agir là-dessus? Pas grand-chose. Alors, les 5 pourquoi, tout d'abord. Qu'est-ce que c'est? On va venir poser 5 pourquoi à la suite de nos affirmations. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne l'API ne répond plus. Le problème initial, l'API ne répond plus. Pourquoi est-ce que l'API ne répond plus? Elle ne répond plus parce qu'il y a une attaque DDoS. Pourquoi est-ce qu'il y a une attaque DDoS? Parce qu'on n'a pas de CDN. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de CDN? Ça, à nous de voir. Manque d'argent, manque de temps, etc. etc. Aussi, on peut trouver une cause racine en moins de 5 pourquoi. Logique, au bout d'un moment, on se dit, c'est pas obligé de creuser très profondément. Une autre méthode qui ressemble un peu, qui s'appelle le diagramme en arête de poisson, je vous laisse comprendre pourquoi. Où on met le problème dans la tête du poisson. Problème, 2000 demandes de support en 1 heure. Et ensuite, on va essayer de brainstormer ensemble pour mettre sur les arêtes les causes principales. Donc là, on a trouvé que cause principale numéro 1 de notre problème initial de 2000 demandes de support en 1 heure, c'était le fait que, il y avait eu une attaque DDoS. Cause principale numéro 2, 2000 demandes de support en 1 heure, parce qu'on n'a pas donné d'informations aux utilisateurs. Cause principale numéro 3, on a beaucoup d'utilisateurs, mathématiquement, 2000 demandes de support en 1 heure. Cause principale numéro 4, la FAQ est incomplète, donc 2000 demandes de support en 1 heure. Et donc après cette phase où on s'est mis d'accord sur les causes principales, on va pouvoir, chacun de son côté ou en groupe, c'est à vous de voir, réfléchir aux causes racines de ces causes principales. Donc là aussi, on est dans une phase time-boxée pour que on puisse pas prendre trop de temps. Alors, cause racine de l'attaque DDoS, la cause principale numéro 1, c'est l'absence de CDN qui a été trouvée. Sur la cause principale numéro 2, pas d'information aux utilisateurs, on a trouvé que on n'avait personne pour le faire, cette information aux utilisateurs, du coup, 2000 demandes de support en 1 heure. Et puis qu'il y avait un manque d'outils. Sur la cause principale numéro 3, on a beaucoup d'utilisateurs. Pourquoi est-ce qu'on a beaucoup d'utilisateurs? Le service est gratuit et donc on a beaucoup de succès. Voilà. Et puis, cause principale numéro 4, la FAQ est incomplète. On a trouvé que on n'avait pas de temps pour la compléter. Donc, elle est incomplète. Alors également, ça prend du temps et on ne va pas pouvoir passer du temps sur tout. Donc là aussi, on va pouvoir cibler véritablement ce qui nous intéresse le plus, là où on pense que c'est vraiment le plus problématique. Donc, on découvre qu'il y a 3 votes sur l'absence de CDN, 2 votes sur le manque d'outils et 1 vote sur on n'a personne pour le faire. La troisième méthode, que j'appelle le dérivé de l'expérience map, en fait l'expérience map c'est plutôt à la base un atelier UX qui sert à analyser sur un parcours utilisateur les points de douleur. Moi j'utilise pour à peu près la même chose, sauf que c'est sur un événement, sur une timeline. Là où est-ce que sont les points de douleur? Donc là où on avait mis les émotions tout à l'heure, on rajoute une ligne où il y a les problèmes, et du coup on brainstorm ensemble pour trouver que l'investigation comme problème, elle est complexe, on a un manque d'outillage. Sur l'identification du suspect, on trouve que l'identification a été tardive et qu'on a laissé les utilisateurs sans information. Sur la fuite du suspect, on a trouvé que le problème, c'était qu'il avait été nécessaire que le suspect fuit pour que le service puisse être remis en état de marche. Alors, donc là, on a trouvé des causes. Et maintenant, sur ces causes,
véritable, on va pouvoir essayer de réfléchir ensemble aux solutions qu'on peut apporter pour voilà, que justement l'objectif initial, plus que ça se reproduise. Alors on va faire ça avec chacun des problèmes identifiés, avec un brainstorming tout simplement. Si on analyse notre problème initial, notre cause, on a laissé les utilisateurs sans information. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour résoudre ça? On pourrait les avertir par mail. On pourrait les avertir sur la plateforme. On pourrait les avertir sur les réseaux sociaux. On pourrait faire un avertissement qui se déclenche automatiquement. Pour faire cette information aux utilisateurs, on pourrait recruter une personne dédiée. On pourrait aussi que quelqu'un déjà en poste s'en charge. Donc voilà, on essaye de brainstormer un petit peu sur toutes les solutions possibles et imaginables qu'on pourrait mettre en place. Alors pareil, on va pas pouvoir mettre toutes les solutions en place, d'autant plus qu'il y en a qui en fait, font la même chose, donc on va pas tout mettre en place, quoi. Donc pareil, là on va pouvoir voter sur ce qu'on trouve le plus pertinent, selon nous, quoi. Donc on a deux votes sur avertir sur la plateforme, un vote sur avertir sur les réseaux sociaux, un vote sur faire un avertissement qui se déclenche automatiquement, et deux votes sur que quelqu'un déjà en poste s'en charge. Alors bien sûr, parfois, il n'y a pas 15 000 solutions. Sur la cause initiale, absence de CDN, mettre en place un CDN. Bon. Heureusement qu'il y a des choses comme ça qui vont vite, sinon vraiment tout serait trop long, quoi. Si on avait choisi le dérivé de l'expérience map tout à l'heure, là où on avait trouvé nos problèmes, là on rajoute encore une ligne d'amélioration. Donc par exemple pour l'investigation, on avait trouvé qu'elle était complexe et qu'il y avait un manque d'outillage. On va pouvoir brainstormer ensemble sur, là on pourrait mettre en place un outillage pour l'investigation. Sur l'identification du suspect, là où on avait trouvé qu'elle était tardive et qu'on avait laissé les utilisateurs sans information, on va pouvoir mettre en place une information aux utilisateurs. Sur la fuite du suspect, où il avait été nécessaire que le suspect fuit pour que le système puisse être remis en état de marche, on va pouvoir s'outiller anti-DDoS. Alors, finalement, quel que soit l'atelier utilisé, l'objectif de ça, de tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est de pouvoir mettre en place des actions d'amélioration pour s'améliorer. Si on ne met pas en place ça, si on se dit « ok, on s'arrête là », en fait, on n'a rien mis en place. Donc finalement, il y a quand même... il n'y a aucune solution qui a été prise, qui a été mise en place pour pouvoir résoudre les problèmes initiaux. Donc, on ne part pas sans actions d'amélioration. Les actions d'amélioration, qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose de clair, de précis, qui veuille dire quelque chose directement. Mettre en place un CDN, ajouter un bandeau d'informations sur la plateforme, ajouter une entrée spécifique dans la FAQ. Ces actions, elles doivent avoir un responsable sur chaque action. Alors attention, ce n'est pas un responsable qui se charge de faire l'action. C'est un responsable qui s'occupe du suivi, que l'action est prise, que l'action est faite. Et ça, c'est extrêmement important. Parce que s'il n'y a pas de responsable sur cette action, en fait, l'action, elle est à tout le monde, donc elle est à personne. Donc au final, on n'avance pas. Autre chose, du coup, c'est la date. Il nous faut une date pour vérifier la mise en place, vérifier que ça avance. Donc ça, c'est le responsable, ça va être son rôle de vérifier que ça avance, il va vérifier. Voilà, la prochaine date, c'est ça. Donc Annie est en charge de vérifier l'avancement au prochain début de sprint, pour mettre en place un CDN. Hervé, au prochain début de sprint, vérifiera comment ça avance l'ajout du bandeau d'informations sur la plateforme. Et Youssef, à la prochaine réunion support, vérifiera l'ajout d'une entrée spécifique dans la FAQ. En conclusion, retenez la méthode, les faits. D'abord les faits, des événements datés, objectifs, c'est-à-dire sans jugement, chiffrés sur une timeline. Ensuite, cibler les événements vraiment problématiques, avec la technique du dot voting ou le vote par émotion. Analyser
vos événements que vous avez ciblés avec la méthode des 5 pourquoi, les arêtes de poisson ou l'expérience map. Et enfin, solutionner les causes que vous avez trouvées en brainstormant tous ensemble. Finalement, les post-mortem, c'est chronophage. Et du fait que ce soit chronophage, ça se prépare. Je parlais tout à l'heure du fait qu'il fallait entre 2 et 4 heures. Plus vous allez préparer la chose, plus l'animateur va préparer, va mettre par exemple toute la partie sur les faits, qui pouvait aller récolter les informations en amont. S'il fait ça, on va plus être sur du 2 heures. S'il ne fait pas ça, sur du 4 heures. Voilà. Plus vous préparez de choses, plus ça va être condensé, forcément, mais en même temps efficace. Vous aurez plus, parce que plus une réunion dure longtemps aussi, on est apte à réfléchir, quoi, tout simplement. Donc, une bonne animation, c'est primordial, que ce soit pour faire cette préparation, mais aussi pour recadrer les discussions, pour pouvoir essayer de creuser là où c'est nécessaire de creuser. Recadrer aussi, que je disais tout à l'heure, pour pas parler faire vraiment des personnes, mais pour parler des process derrière. Soyez doux avec les gens, dur avec les process. Voilà, c'est ce que je disais tout de suite. Et ayez des actions d'amélioration et un suivi de celles-ci. Si vous n'avez pas ça, tout ce que vous faites en amont, potentiellement, ça aura servi à rien. Et enfin, je voudrais juste attirer votre attention sur la loi de Pareto, qui dit que si vous passez 20% d'efforts à mettre en place, à faire quelque chose, vous aurez 80% de résultats. Mais inversement, si vous passez 80% d'efforts à faire quelque chose, vous aurez 20% de résultats. Ce que ça veut dire derrière, c'est que c'est important de bien cibler vos objectifs, de bien cibler vos événements, de bien cibler ce qui ne va pas, cibler aussi ce que vous allez mettre en place, etc. pour que vous soyez plutôt dans les 20% d'efforts, 80% de résultats, et pas l'inverse. Merci pour cette écoute. J'espère que maintenant, vous sortirez heureux de vos carnages. Je voudrais juste rajouter une toute petite chose, c'est que je parle de carnage, il y a du sang et tout. C'est pas parce que c'était Halloween, c'est parce que c'est important de marquer le fait, enfin c'est pour le thème aussi, post-mortem, etc. Mais tout ça, c'est des mots qui sont un peu forts, un peu durs. Moi, j'en joue dans mon talk, mais un post-mortem, ça a une issue positive quand même. Donc voilà, faites attention au vocabulaire employé. Même le mot post-mortem, en lui-même, il est un peu dur. Donc par exemple, postpartum, ça aurait eu un meilleur... ça pourrait donner d'autres choses. Voilà. Et je peux prendre des questions, je pense. S'il y en a. Oui. Je sais pas si tu as un micro, peut-être. Hop. Je sais pas si... Il y a peut-être une captation, c'est pour ça. 1, 2. Oui. Hop. Tiens. Merci pour ton talk. Je voulais savoir, un post-mortem à distance, qu'est-ce que ça change? Est-ce que tu as des conseils par rapport à un post-mortem où tout le monde est dans la même pièce? Ouais, alors, qu'est-ce que ça change? Pas mal de choses. On est plus tenté de faire autre chose en même temps. C'est ça le problème. Je parlais, je parlais du cadre tout à l'heure, le fait de l'écoute active. On est totalement ça. Si c'est clairement défini dans le cadre de dire « Ok, on allume sa caméra », parce que c'est une chose en virtuel aussi, on allume sa caméra, on est là, on écoute, on éteint Slack, voilà. Là, ok. Mais si on le spécifie pas dans le cadre, c'est pas explicite, justement, et tout le monde peut faire autre chose à côté. Donc le post-mortem va pas être très efficace. En tout cas, c'est mon point de vue. Merci.
Donc oui, déjà, merci pour cette présentation, très bien présentée d'ailleurs. Le dia était très sympa. Moi, c'est plus sur une question, parce que là, tu te penches sur un cas vraiment de précis. Comment tu t'attaquerais plutôt à une situation dans une entreprise ou dans une équipe, ou au contraire en collaboration entre des équipes d'une boîte, pour faire est-ce que tu conseillerais un post-mortem plutôt pour une situation qui s'est installée, mais qui n'est pas un acte précis dans le temps? C'est compliqué. Ça peut être le cas si vous avez justement des moments précis, parce que quand on met sur la timeline, il faut quand même des moments précis. Alors c'est pas possible d'avoir l'heure et tout, la minute précise, mais au moins une semaine, enfin voilà, un élément qui puisse dire ok, cette semaine-là il s'est passé ça. Si vous n'avez pas ça et si vous êtes incapable de dire dans quel sens il s'est passé ça pour peut-être expliciter certains enchaînements, ça va être compliqué. Donc voilà, un événement, ça peut être sur plusieurs mois, à condition d'avoir ces moments, de spécifier, de clair, en tout cas dans vos têtes, et que vous l'explicitiez justement en faisant cette timeline. Si vous avez ça, normalement, ça peut le faire. D'accord, merci. Je t'en prie. Oui, devant. La question, c'était comment séparer la rétrospective des post-mortem, parce que des fois, tu as des rétrospectives qui ont tendance à partir sur des post-mortem. Et est-ce qu'il y a moyen de planifier un post-mortem après une rétro plutôt qu'après un accident? Oui, tout à fait. Si pendant la rétro, vous commencez à aborder un sujet en se disant « Ah ouais, là, ce truc-là s'est mal passé, etc. », c'est aussi le rôle d'animateur de la rétro, de se dire « Ok, bah, peut-être qu'il faut un point spécifique, un point dédié pour parler de ça. » Et donc, on crée une action de la rétro qui dit planifier un point, trouver un responsable pour la post-mortem, qui planifiera un point avec les équipes, etc. Voilà, ça peut être une action du coup de la rétro, de planifier ce post-mortem. Merci. Juste derrière. Dans certains cas, est-ce que tu penses que c'est cohérent d'intégrer le client dans le post-mortem, ou est-ce que l'objet doit rester au sein de l'entreprise? Ah non, pour moi, tout à fait, il a tout à fait sa place. S'il est partie prenante, si par exemple les attendus n'étaient pas en phase avec ce qui a été produit, etc., clairement, il faut qu'il soit là. Alors, il faut du coup choisir les bonnes personnes, etc., tout en ne dépassant pas. Je conseille à 8 personnes, sinon après, ça devient un petit peu impossible. Mais voilà, c'est très très important qu'il soit là. D'autres questions ? Merci.